Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de l'ASPAR, Société française d'anesthésie réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série Interview des auteurs, une série dédiée aux études françaises publiées dans de grandes revues internationales. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le docteur Clément Gacuba pour son étude Evaluation of ChatGPT in Predicting 6 Months Outcome After Traumatic Brain Injury, publiée dans Critical Care Medicine en mars 2024. Bonjour Clément et merci de te prêter à l'exercice du podcast. Bonjour David et merci encore pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est l'intelligence artificielle et plus particulièrement ChatGPT? Alors oui, je pense que c'est nécessaire de repasser par là parce que on s'aperçoit lorsque l'on échange autour de soi, c'est des mots que tout le monde entend, mais les concepts restent un petit peu flous. Et lorsque on est un petit peu flou sur ces concepts, on a encore plus du mal à essayer d'appréhender ce qui s'est passé ces dernières années. Donc l'intelligence artificielle, on peut essayer d'en sortir une définition, on va dire, à peu près opérationnelle, en se disant que c'est l'ensemble des théories et des techniques qui visent à réaliser, fabriquer des machines qui vont pouvoir simuler l'intelligence humaine. Donc voilà, donc ça c'est une sorte d'objectif, c'est très large, de la théorie, de la technique, l'objectif à la fin c'est de reproduire des aptitudes, des capacités qu'a l'intelligence humaine. Alors pour se donner une image, on peut essayer d'imaginer une scène, un réanimateur qui veut insérer un cathéter chez un patient et pour des raisons qui lui appartiennent, il veut très exactement que ce cathéter, il arrive exactement entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite. Très exactement. Il connaît la taille de son patient, il sait qu'il a différentes tailles de cathéter et il se dit comment trouver la bonne taille de cathéter. Alors, il sait que dans le service, il y a 3 autres patients qui ont le cathéter exactement de la bonne taille. Et s'il est un peu matheux, il va se dire, bah, je vais prendre les tailles de mes patients, je vais prendre les tailles des cathéters, je vais faire un ratio. Et puis ce ratio, si je le multiplie par la taille de mon patient, je vais retrouver la taille du cathéter. Donc ça, c'est une première manière de faire. Une intelligence artificielle, elle pourrait s'y prendre autrement. Elle, par exemple, elle pourrait, par exemple, si on lui donnait accès à l'ensemble des données du service, elle retrouverait tous les patients qui avaient un cathéter dans cette position, elle connaîtrait l'ensemble des tailles des patients, l'ensemble des tailles des cathéters, et elle essaierait d'identifier un lien entre ces deux paramètres. Et donc, elle pourrait faire une hypothèse, on va dire, d'une relation linéaire, en gros, une relation de type Y égale AX plus B. X, c'est la taille du patient, et Y, en sortie, c'est la taille du cathéter. La question, c'est que valent les termes A et B. Ce sont les paramètres du problème. Et en ayant accès à une très grande quantité d'informations, elle finirait par approximer de manière quasiment exacte les valeurs de A et B, et ainsi de suite. Elle pourrait résoudre pour tout X, c'est-à-dire pour toute taille de patient, quelle est Y, c'est-à-dire quelle est la taille du cathéter qu'il faudrait mettre. Donc ça, c'est le principe général du NIA, par exemple. Très bien. Et pour ChatGPT en particulier? Alors pour ChatGPT, pour essayer de savoir ce que c'est, on peut faire un petit peu de manière classique, on va décomposer le mot. Alors on a chat, donc chat tout le monde sait aujourd'hui, hein, c'est une discussion en ligne par exemple. G, ça veut dire générative. P, c'est, je veux dire en français, pour pré-entraîner. Et T, c'est pour transformer. En fait, dans ce sigle, c'est la dernière lettre qui est la plus intéressante pour commencer à répondre à la question. Un transformer, c'est quoi? C'est une architecture d'apprentissage profond qui est employée dans le traitement automatique des langages pour des langues, pour développer de grands modèles de langage. Donc là, j'ai introduit des nouveaux mots sur lesquels je pense qu'il faut revenir, notamment le terme d'apprentissage profond. Parce que de la même manière, apprentissage profond, on en entend parler, mais c'est pas forcément clair. Alors, je vais essayer là encore de prendre une petite expérience de pensée. On imagine que moi, mon objectif, c'est d'avoir un robot qui est capable d'aller cueillir des champignons. Alors, une première approche, pour moi, ce serait de lui faire apprendre des traités de mycologie pour qu'il reconnaisse des champignons comestibles, des non comestibles. Puis à la réflexion, je pourrais être rebuté par l'ampleur de la tâche et je pourrais me dire qu'il faudrait que je lui apprenne à reconnaître les champignons comestibles de tout ce qui n'est pas un champignon. Là, je vais m'apercevoir que l'ensemble de tout ce qui n'est pas un champignon, ça tend vers l'infini. C'est beaucoup trop dur. Et c'est là qu'intervient la notion d'apprentissage automatique. En anglais, on parle de machine learning. Donc l'idée du machine learning et de l'apprentissage automatique, c'est de faire en sorte que ce soit la machine qui apprenne toute seule, sans que l'on soit derrière en permanence, à savoir ce qu'est un champignon comestible.
Vous voyez, c'est quand même très ambitieux à la base. Et pour parvenir à cet objectif, depuis le début des années 2010, on s'est aperçu que une des méthodes les plus efficaces reposait sur l'apprentissage profond. Donc en anglais, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc l'apprentissage profond, en fait, c'est un apprentissage qui va reposer sur un réseau de neurones. Alors, un réseau de neurones, c'est quoi? Alors là, on a l'avantage, nous, d'être dans le milieu médical, donc les neurones, ça parle un peu avec tout le monde. Ben, il faut essayer de s'imaginer, en fait, des petites boules, on les imagine alignées, là, verticalement. Elles sont pas connectées les unes aux autres. En tout cas, on a une première rangée de petites boules. Donc, chacune de ces petites boules, ce sont des neurones, et ils sont sur une couche. Cette couche, c'est ce qu'on appelle la couche d'entrée. Ces petites boules, elles sont reliées à d'autres petites boules, qui, elles, sont sur un autre plan, et c'est une autre couche. On peut avoir comme ça 2, 3, 4 couches qu'on va appeler des couches cachées. Et à la fin, quasiment, ça dessine une sorte de pyramide. Tout à la droite du schéma, par exemple, on peut imaginer, on a un ou deux neurones qui sont les neurones de sortie. Et donc, on a une couche d'entrée, une couche de sortie, et au milieu s'intercalent des couches cachées. Et donc, c'est ça un réseau de neurones. Et l'exemple classique de la tâche de discrimination d'un chat et d'un chien, je crois que tout le monde l'a un peu vu ces dernières années. L'idée, c'est que je montre à ma couche superficielle d'entrée des photos et je lui demande de me dire est-ce que c'est un chat ou un chien ce que tu vois. Mon objectif, c'est qu'elle trouve parfaitement les chats. Et donc, ce que je fais, c'est on met une photo de chat. En sortie, j'ai une réponse. Alors, quand le réseau n'est pas entraîné, je vais avoir une réponse qui est complètement aléatoire. Mettons, ça veut mettre chat, et ben, je vais dire OK. Puis je remets une deuxième photo de chat et ça me donne des chiens. Et bien là, l'astuce des réseaux de neurones, c'est qu'il va y avoir une information qui va se propager en sens inverse et qui va venir régler chacun de mes neurones. Chacun des neurones, il faut les voir comme des petites molettes et il y a un réglage très précis de ces molettes. Alors, il y a le terme de poids. Et en fait, chaque erreur va venir modifier le poids de chacun des neurones pour identifier quel est le poids du neurone dans l'erreur en sortie. Et si on répète comme ça un très grand nombre de fois, chat, chien, chat, chien, chat, chien, au bout d'un moment, tous les paramètres, tous les poids vont très bien se régler et on aura une IA capable de distinguer des chats des chiens. La limite d'emblée avec ce type d'approche, c'est qu'il faut disposer d'une grande quantité de données et qui sont labellées, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui écrivent à la main « ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est un chien ». Mais en tout cas, c'est cette approche qui a eu le vent en poupe depuis 2012 avec la victoire d'AlexNet lors d'une compétition de reconnaissance d'images. Merci, merci. En tout cas, c'est impressionnant de voir à quel point tu arrives à expliquer des choses compliquées et qu'on arrive à comprendre. Euh, Est-ce que t'as utilisé des ressources? Est-ce que tu as accès à des ressources Internet qui pourraient nous aider à comprendre un peu ces outils qui sont de plus en plus dans notre quotidien? Alors oui, alors moi je m'y suis intéressé de fil en aiguille par différents canaux. Un des canaux, ça a été, ça peut paraître étonnant, mais c'était la philosophie. Donc, c'était une chaîne YouTube qui est gérée par Thibaut Géraud, qui s'appelle Monsieur Phi. Et donc, c'est un philosophe analytique et qui s'intéresse beaucoup à ces questions de langage et d'intelligence artificielle. Donc, initialement, c'est par lui que je suis rentré dans ce domaine. Et entre-temps, j'ai découvert différentes ressources. Alors, il y a des ressources qui sont très techniques. Alors, quand on est comme moi, on n'a pas un background, on n'a pas fait des maths depuis le lycée, on ne va pas les suivre très longtemps. Mais il y a des ressources qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Alors, je pense à une ressource anglo-saxonne, américaine. Alors, la chaîne, ça s'appelle 3 bleus, 1 marron. Il faut traduire en anglais, 3 blue, 1 brown. C'est une chaîne qui va présenter des animations qui va vraiment permettre de visualiser ce qui se passe dans ces réseaux de neurones. Et puis, en France aussi, il y a pas mal de ressources qui sont mises en ligne, notamment par des grands organismes comme le CNRS. Il y a beaucoup de cours en ligne et qui sont aussi des ressources assez utiles. Quelle a été, donc sur ton papier, c'était quoi la population que vous avez ciblée? Alors, dans notre on s'est dit que on allait essayer de réfléchir est-ce que ces larges modèles de langage, ces grands modèles de langage, comme on dit, avaient des propriétés non prévues par ceux qui les ont élaborés. Alors, c'est peut-être un point sur lequel on va revenir sur comment on arrive à élaborer ces large language models. Mais en tout cas, il y a une phase où on a le sentiment que, à la fin, l'outil qui est créé
eh bien, ces propriétés ne sont pas connues même des auteurs de cet outil. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs toute une littérature qui se fait sur tester les propriétés de ces outils. On en parlera, mais il y a un large language model qui s'appelle BERT. Et donc, il y a même ce qu'on appelle la berthologie, c'est essayer de trouver toutes les propriétés qu'a ce LLM. Et donc, l'idée, c'était de dire, est-ce que ces LLM n'auraient pas comme une sorte de propriété émergente de pouvoir nous aider, en tout cas, de pouvoir pronostiquer le devenir de patients. Et donc, moi, je travaille en neuroréanimation. En neuroréanimation, la neuropronostication, c'est un enjeu très important. Et puis, on a différentes populations pour lesquelles c'est très difficile de pronostiquer. Alors, il y a certes les arrêts cardiaques, certains arrêts cardiaques pour lesquels on arrive très rapidement à se faire une idée du pronostic, mais la grande majorité des patients, on ne connaît pas leur pronostic. Et donc, les traumatisés crâniens, c'est une population d'intérêt parce que c'est une population parfois qui est jeune et qui va en plus poser rapidement des questionnements éthiques en rapport avec ce questionnement pronostic. On cible bien maintenant la population de l'étude. Et donc, pour revenir à l'outil, parce qu'on a bien compris que c'était pas que ChatGPT, ceux qui l'avaient créé, c'était pas dit, tiens, on va aider les réanimateurs à prendre en charge les traumatisés crâniens. Donc, pour faire le lien un peu à ce que tu nous as expliqué au départ, quelle méthodologie vous avez dû utiliser pour essayer d'évaluer ces capacités de prédiction? Alors, pour comprendre la méthodologie, elle n'est pas trop compliquée, mais faut avoir une idée un peu plus précise encore de ce que est ChatGPT. Et donc, comme je le disais, ChatGPT, on est dans le grand champ de domaine de ce qu'on appelle le traitement automatique du langage. Donc, le traitement automatique du langage, c'est quoi? C'est de faire en sorte que des machines puissent comprendre, générer ou traiter du texte de manière naturelle, du langage naturel, donc du langage comme toi et moi, pas du langage codé, pas du langage Python ou autre chose. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un modèle comme ça qui puisse effectuer différentes tâches de texte. Dans ce domaine, il y a eu des avancées très significatives au cours de la dernière décennie. Une des avancées les plus significatives, ça a été le développement d'un logiciel par Google qui s'appelle Word2Vec. Donc, Word2Vec, on est dans le champ de ce qu'on appelle le Word Embedding. Parce que lorsqu'on est un petit peu extérieur à ce domaine, on se dit, mais comment une machine peut avoir l'idée du sens d'un mot? Parce que c'est très troublant. On se dit, mais comment ils sont ici à parvenir à ce résultat? En fait, l'idée, c'est que les mots dans ces LLM, ce sont des vecteurs. Alors, comme ça, on se dit, mais quel lien entre un vecteur et un mot? Alors, je vais te proposer une petite expérience de pensée. Je vais te proposer d'imaginer un plan de l'espace de type XY, un petit peu comme tu faisais quand on était au collège ou au lycée. Donc, en X, tu as les abscisses et en Y, tu as les ordonnées. Tu vas visualiser, on va dire, la partie, le cadran en haut à droite. Dans ce cadran en haut à droite, tu vas faire une petite croix et tu vas dire que c'est le mot homme. À côté, pas très loin, tu fais une petite croix, tu vas dire que c'est le mot femme. Okay, donc là, on est en haut à droite dans ton schéma mental. On part en haut à gauche, et là, je vais te demander de faire une petite croix, et là, ça va être le mot roi. L'idée, c'est de se dire, si je reviens sur homme-femme, je trace un trait qui relie homme et femme, j'ai une flèche. Cette flèche, je la translate et je la mets au mot roi. Eh bien, à l'extrémité de la flèche sera le mot reine. L'idée, c'est ça, c'est de regrouper les mots par catégorie. Et dans le cadran inférieur, je pourrais très bien te dire d'imaginer le mot lion, et tu reprendrais la même flèche, à l'extrémité, tu aurais lion. Et donc, c'est ça la vectorisation du langage, c'est transformer les mots en des vecteurs et être capable de rapprocher les extrémités de ces vecteurs. On imagine que l'origine des vecteurs, c'est l'origine de notre Père, de rapprocher ces mots, plus ils ont un sens proche, plus ils sont proches dans cet espace. Donc là, je t'ai fait un espace en 2 dimensions pour que tu puisses un petit peu visualiser. On pourrait imaginer un espace en 3 dimensions avec un plan qui vient vers nous. Et bien en fait, ces vecteurs qui sont utilisés dans l'LM, ce sont des vecteurs qui ont plus d'une centaine de dimensions. On ne peut clairement pas se les imaginer, mais c'est que ça permet de raffiner la sémantique et vraiment d'avoir que la machine ait en tout cas une idée de la sémantique des mots. Donc c'est ça le word embedding. Et c'est un terme qu'on va retrouver très souvent lorsqu'on s'intéresse à ce sujet qui, au début, n'est pas forcément très clair. Ça, on était donc dans les années 2012, Word2Vec, donc c'est un logiciel qui a permis d'avancer, de donner un outil très efficace aux personnes qui travaillaient dans ce domaine. Et tout à l'heure, je te disais, pour comprendre ChatGPT, il faut s'intéresser à la dernière lettre. Le T, c'est pour transformer. Et pour comprendre les transformers, eh bien, on peut prendre une tâche de traitement de langage qui paraît anodine comme ça, c'est la tâche de complétion de texte. Donc, on a tous des téléphones, on écrit tous des SMS, et puis on s'aperçoit que le téléphone écrit la suite des mots.
Donc ça, c'est une tâche de complétion de texte, donc qui est faisable par un algorithme assez simple, parce qu'on l'a tous sur nos téléphones, mais en tout cas, ça c'était un grand objectif de pouvoir compléter des textes. Jusqu'à il y a peu, la technologie pour pouvoir compléter ces textes reposait sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones récurrents. Donc, on était un petit peu sur des architectures de neurones comme on a vu tout à l'heure. Et ces réseaux de neurones, ils fonctionnaient de manière séquentielle. C'est-à-dire que si par exemple je te prends une phrase de type le chien poursuit le chat, phrase très simple, eh bien le réseau de neurones identifiait le mot l'intégrait, on va dire, dans ses paramètres, ensuite prenait le mot chien, l'intégrer dans son état interne, et ainsi de suite, pour ensuite prédire le mot suivant. En fait, ce qui se passe avec cette approche, c'est qu'au bout d'un moment, les termes très éloignés dans la phrase finissaient par disparaître. Et donc, on avait une sorte d'effacement du sens des mots, et le risque, c'était de se retrouver avec des textes qui, dès qu'on les étirait, perdaient tout sens. L'autre point, c'est que c'est une approche séquentielle, c'est une approche mot par mot. Ça fait que c'est très long. C'est très long et, in fine, finalement, peu efficace. Et c'est pour ça que quand les transformers sont arrivés, c'est là où ça a tout changé, avec notamment le mécanisme d'attention. Ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est qu'il y a un papier que tout le monde cite. C'est un papier qui est en open access, qui a été publié par l'équipe de Google. Il s'appelle Attention is all you need. Donc tout ce dont on a besoin, c'est l'attention. Et ce papier, il est publié en 2017 et c'est lui qui va mettre en avant cette architecture de type transformer. Alors, j'ai pareil encore donné un exemple pour faire comprendre un petit peu ce que c'est l'apport des transformers. Si on prend une phrase, le chat qui a chassé la souris a été poursuivi par le chien. Pour comprendre cette phrase, il faut faire attention aux relations entre les mots chat, souris et chien. En fait, le transformer, il apporte un mécanisme d'attention qui fait que l'IA va identifier dans la phrase les mots qui ont une importance. Par exemple, le mot là n'a vraiment pas d'importance. Si on dit là à la place de même dans la vie courante, on voit très bien que c'est pas là où il y a le souci. Et en fait, c'est ça ce mécanisme de transformer, c'est de pouvoir calculer des poids d'attention pour chaque mot et identifier à quel point ils vont influer les autres mots. Et donc, le transformer, il va utiliser des têtes d'attention multiples pour que le modèle puisse prêter attention à différentes parties d'une séquence de mots, et ça en même temps. Et donc, un des points qui fait vraiment la différence avec les réseaux de neurones récurrents dont je parlais précédemment, c'est que les réseaux de neurones, ils avaient une approche séquentielle, donc c'était un mot après l'autre, et en fait, le transformer, en fait, il va pouvoir s'attaquer à tous les mots de la phrase en même temps, de manière parallèle. Donc, l'image, c'est de se dire, c'est soit on a une technique où pour reconstituer un puzzle, et ben on y va pièce par pièce et dans un ordre très précis et contraint, soit on peut avoir recours à 10 personnes en même temps qui vont prendre les 10 coins du puzzle à la fois et en plus rester en connexion les uns avec les autres pour s'assurer que les choses sont cohérentes. Et c'est évident que c'est cette deuxième méthode qui fonctionne le mieux. Et c'est ça la méthode qui est apportée par les transformers. L'autre point, je te parlais des vecteurs. Les vecteurs, en fait, donc je te disais, si mon mot est dans tel endroit, eh bien, il est dans le champ lexical de la royauté, etc. Il est dans le champ lexical des animaux. La difficulté avec le langage courant, c'est que un même mot peut avoir différentes significations. Donc, si je te prends deux phrases, l'enfant prend un crayon dans sa trousse et applique une couleur orange sur son dessin. Ça, c'est le mot orange qui va m'intéresser. Ou bien, ce midi, en dessert, il a mangé une orange. Dans les deux cas, on a le mot orange. Mais tu es d'accord, dans un cas, on est dans le champ lexical des couleurs, et dans l'autre, on est dans le champ lexical des fruits. Alors, comment faire la différence ? Eh bien, là encore, c'est dans l'approche des transformers, c'est le vecteur orange va pouvoir être influencé par les autres mots autour et, entre guillemets, pouvoir basculer du côté du nuage des mots des couleurs ou bien du nuage des mots des fruits. Et c'est ainsi qu'on, non seulement il y a une attention qui est portée sur les mots les plus importants, mais en plus, ça permet de tenir compte du contexte pour interpréter le sens d'un mot. Voilà pour le mécanisme de transformer. Et là, juste la dernière partie qu'on n'a pas encore abordée, c'est la partie de pré-entraînement. Apparemment, c'est quelque chose qui a été un peu obligé, on va dire, pour pouvoir utiliser ChatGPT dans cette action qui, il n'a pas été créé pour ça. Là encore, initialement, quand j'ai découvert l'outil, j'avais pas tout bien compris. C'est en lisant un petit peu que j'ai compris leur démarche et elle n'est pas si intuitive que ça. Je vais encore prendre une image comme ça pour que ce soit plus simple peut-être. On pourrait imaginer deux pays qui se livrent à une compétition sportive. Ils se disent dans 20 ans,
on doit s'affronter sur 5 sports de Jeux Olympiques. En ce moment, ce sont les Jeux Olympiques. Ce sont des pays, on va dire, autoritaires, et ils décident que, à tout prix, il faut gagner la compétition, et on va entraîner des enfants d'une manière qui sera la nôtre, et l'objectif, c'est de gagner. La première stratégie du premier pays, on va dire le pays A, ça pourrait être de dire, je vais prendre 1000 enfants, et je vais les diviser en 5 groupes, et de 0 à 20 ans, je vais les entraîner qu'à la discipline sur laquelle ils vont être en compétition à l'âge de 20 ans. Ça, c'est une première stratégie. On va dire, elle est un peu intuitive. Il y a 5 sports différents. Je les entraîne sur 5 sports différents et je leur fais faire que ça pendant 20 ans. Et on a une bonne intuition de se dire qu'à la fin, ça devrait marcher. Et une autre stratégie que je trouve moins intuitive, c'est de se dire, non, ces deuxième pays, moi, dans 20 ans, je ne sais pas si vraiment ce sera les mêmes compétitions. En plus, il faut que je les entraîne en même temps sur différents sports. Ça me demande beaucoup de ressources humaines, matérielles, etc. Le plus simple, ce que je fais, de 0 à 18 ans, je les entraîne que sur un seul sport. Un sport choisi de manière, je sais pas, un petit peu arbitraire, mais mettons 4 fois 100 mètres ou quelque chose comme ça. Je ne connais pas beaucoup. On va prendre un sport d'athlétisme quelconque. Et de 18 à 20 ans, en revanche, là, je les spécialise sur la compétition sur laquelle ils vont devoir se positionner dans 2 ans après. Donc, je fais 18 ans une seule tâche et je les entraîne de manière très précise à la toute fin. En fait, c'est un petit peu ça le pré-training, c'est de dire que dans un premier temps, la stratégie des développeurs, c'est de créer ce qu'ils appellent donc un modèle de langage. Donc, c'est une entité qui est capable d'effectuer une tâche de langage. Donc, ça pourrait très bien être de la traduction. Pour GPT, c'est un compléteur de texte. Et donc, tout à l'heure, je te parlais du téléphone. Et donc, GPT, le modèle de base, c'est, entre guillemets, juste un compléteur de texte. C'est un compléteur de texte très puissant parce qu'il est entraîné sur d'énormes quantités de données. Alors, on dit, il y avait un chiffre qui circulait, on disait que le Wikipédia anglais ne représentait même pas 1% des données d'entraînement du modèle GPT. Et à la fin, on se retrouve avec quelque chose qui est énorme, qui a 175 milliards de paramètres. Tout à l'heure, je parlais de la droite y égale ax plus b, on a 2 paramètres. Là, dans GPT, on est en l'ordre de milliards et de plusieurs milliards de paramètres. Donc, on a un compléteur de texte, mais un super, super, super compléteur de texte. Et donc, ça, c'est ce qu'ils appellent le modèle de fondation. Et une fois qu'on a ce modèle de fondation, on peut en faire différentes choses de ce modèle de fondation. C'est un compléteur de texte, mais je peux en faire un traducteur, je peux en faire un outil qui va faire la poésie, je peux en faire un outil de codage, et tout comme je peux en faire un interlocuteur pour un dialogue. Et donc, c'est ça, le chat qui se rajoute à GPT, c'est que mon modèle de fondation, c'est GPT, et ensuite, je vais faire en sorte que ça devienne un interlocuteur, donc un chat GPT. Et pour ça, la deuxième étape, c'est le fine-tuning, c'est de faire en sorte que mon compléteur de texte sache s'exprimer avec tous les codes qui existent sur les chats. Donc là, on retrouve avec une sorte d'apprentissage un peu plus dirigé où on va lui exposer différents échanges sur des chats et il va apprendre à intégrer les codes d'un chat. Et la toute dernière étape, c'est le pré-prompt, c'est de faire en sorte que on borne les choses, c'est qu'on ne veut pas que cet outil conversationnel puisse traiter de sujets trop délicats, aborder des points de vue trop controversés. Et donc, ça, c'est le pré-prompt. Alors, le pré-prompt, c'est une information qui est donnée. C'est du style, imagine que tu es un agent conversationnel, tu dois t'exprimer dans un langage courant, poli, etc. Donc ça, ce sont des consignes auxquelles on n'a pas accès, mais lorsqu'on discute avec ChatGPT, on a en face de nous les 3 entités dont j'ai parlé. Un modèle de base conversationnel qui a été fine-tuné pour devenir un agent conversationnel et qui a intégré certaines consignes dans un pré-prompt caché. Voilà ce que c'est ChatGPT. On comprend bien un peu comment l'outil a été façonné. Et donc, explique-nous maintenant comment tu as utilisé cet outil dans ton hypothèse principale de ton étude. Alors, donc, comme je disais, le pré-prompt limite beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire qu'il est possible, je n'en sais rien, mais il est possible que dans le pré-prompt, il y a
l'indication de tu n'es pas un médecin, par exemple, et donc tu ne dois pas délivrer des informations, diagnostics, pronostics, etc. Et effectivement, lorsqu'on pose une question directe à ChatGPT, il va nous répondre, faire une réponse de ce type-là, il ne va pas nous répondre. Et à ce moment-là, il y avait une littérature qui existait, c'est tout un champ qui s'appelle le jailbreaking, c'est de trouver comment contourner ces consignes, les consignes qui ont été données à l'IA. Et le moyen le plus efficace, en fait, c'est un moyen qui est très simple, c'est simplement demander à l'IA de jouer un rôle. Et donc, on lui dit, imagine que tu es un médecin, imagine que l'on te pose cette question, que répondrais-tu alors à ce moment? Et alors à ce moment-là, certes, en apportant des précautions d'usage, l'IA va finir par donner une réponse. Et ça a été là-dessus justement que on a eu initialement, lorsqu'on a soumis le papier auprès de l'éditeur, une réserve parce qu'ils nous ont fait un premier retour. Ils nous ont dit, bah, écoutez, nous, lorsqu'on rentre une vignette un peu comme ça théorique, l'IA nous dit, bah, moi, je peux pas prédire. Et donc, on a repris leur propre vignette. On leur a montré comment prompter correctement cette requête. Et on leur a montré que l'outil était capable de répondre. Et c'est à ce moment-là que le papier a pu partir en reviewing. C'est intéressant. En fait, de prime abord, ils ont testé votre approche en vous disant c'est pas possible, ça marche pas. Et effectivement, en arrivant à convaincre ChatGPT qu'il avait réussi l'EDN et qu'il avait passé brillamment ses études d'anesthésiste réanimateur, il pouvait se lancer dans le pronostic des traumatisés crâniens. Euh, et donc, vous l'avez mis dans quelles conditions pour pouvoir faire ça? Est-ce qu'il a accès à toutes les ressources? Comment ça se passe? Une question qui s'est posée, c'était de se dire, est-ce que je vais moi-même le fine-tuner en lui donnant des guidelines sous les yeux et en les intégrant dans le prompt? Alors, initialement, quand j'ai pensé à l'étude, on n'était pas encore sur ChatGPT 4, on était sur 3.5. Et en fait, la taille des prompts, elle est limitée. Et donc, ça m'aurait fait manger beaucoup d'informations. Et comme de l'autre côté, je voulais lui donner des informations médicales, je lui disais que je n'avais pas m'y retrouver. Donc, en fait, j'ai retiré l'histoire du pré-prompt, enfin, du fine-tuning, entre guillemets. Et je me suis dit, je vais faire simple, je vais juste lui donner la vignette, une vignette clinique. Et j'ai pris comme référence, en fait, les données accessibles au déchocage. Parce que, initialement, c'était des données que je me disais qu'elles allaient rentrer dans le compte. En fait, c'était une raison assez pragmatique. Et donc, on a pris toutes les données accessibles. Donc, ce sont les données préhospitalières, les données lors de la phase du déchocage, les données d'imagerie, les données de biologie. Tout ça, on les a mis un petit peu en forme, sous forme de vignettes. Et en gros, ça revient des tableaux. Et on les a, entre guillemets, rentrés dans la machine. Il y a un détail dans lequel je ne suis pas rentré, mais GPT, en tout cas, ChatGPT intègre un petit peu d'aléatoire dans ses réponses, forcément. Et donc, on a pris le parti de faire toutes les manips en triplé pour voir à quel point les réponses pouvaient varier. Et de manière parallèle, j'ai sollicité deux bons collègues, un neuro-réanimateur et un réanimateur qui fait plutôt de la réanimation digestive pour pronostiquer le devenir des patients, donc exactement avec les mêmes informations. Et enfin, on a pris le score impact, qui est un des scores de référence pour la neuropronostication des traumatisés crâniens, pour avoir une sorte de benchmark pour pouvoir comparer tout le monde. Et donc, après avoir fait ça, quels ont été les résultats, du coup, vos résultats principaux? Initialement, quand j'avais testé ChatGPT, j'avais rentré des vignettes un peu qui étaient en partie théoriques et j'avais été un peu bluffé par l'outil parce que au début il me mettait de mauvais pronostics tout le temps. Je dis bon bah en fait c'est pas très intéressant. Puis finalement il se mouillait, parfois il mettait de bons pronostics. Initialement je me suis dit bon bah c'est peut-être qu'il a juste identifié le Glasgow au milieu de toute la masse d'informations et puis je change ça et puis ça va être réglé. Et puis finalement c'était pas si simple que ça de trouver le paramètre qui allait le faire changer la variable de sortie. Je me souviens même qu'à un moment donné, dans les centaines et centaines de mots que je rentrais dans le compte, j'avais modifié l'aspect de la rate. J'avais dit que la rate était fracturée. Et donc même ce mot modifié dans un compte rendu de scanner, il identifiait, il me disait qu'il faut en tenir compte, il faut prendre en compte l'édition périphérique pour garantir le pronostic des patients. Donc quand j'ai essayé comme ça, vignette par vignette, il y avait un côté bluffant et en tout cas, il donnait bien le change. Et c'était là l'intérêt de l'outil, c'était de se dire, bon, on va prendre une approche très méthodique et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et finalement, le résultat, c'est que ChatGPT n'est pas un bon pronosticateur. Si on parle en termes d'AUC, d'air sous de la courbe, pour pronostiquer, il est autour de 0,6 ou 0,65, je crois, avec un intervalle de confiance qui touche même 0,5. À l'inverse, de l'autre côté,
le score impact, lui, est très bon. Enfin, on retrouve les valeurs qu'il y a dans la littérature, qui est plutôt autour de 0,8. Et les réanimateurs, que ce soit neuro ou non neuro d'ailleurs, sont entre les deux, en négligeant, on va dire, le fait que les intervalles de confiance quand même se chevauchent. Donc l'enseignement principal, c'est que non, ChatGPT ne peut pas prédire le pronostic des Donc, très patients à suivre. intéressant. Effectivement, bon, pour l'instant, ça nous rassure. Après, pour l'avenir, est-ce que tu sais si il y a déjà des réflexions éthiques qui ont été amorcées un peu sur cette thématique de l'intelligence artificielle au niveau des différentes sociétés savantes? Alors, pour l'aspect éthique, il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Dans le papier, j'ai pas trop développé cet aspect-là parce on était déjà un petit peu limité par ce que l'on pouvait dire nous-mêmes. Euh, Notre papier a fait l'objet d'un éditorial qui, justement, j'ai trouvé plutôt bien écrit parce que justement, il a un petit peu développé cet aspect éthique. Nous, en tout cas, dans le papier, on avait également demandé à ChatGPT de se prononcer sur des prises en charge éthiques. Et en fait, ce que relève l'éditorialiste, c'est que autant ChatGPT se mouille beaucoup sur tous les gestes techniques et les pronostics, mais pour les aspects éthiques, il répondait un petit peu en restant sur la touche en répondant dans la zone grise. Parce qu'à chaque fois, on lui laissait la possibilité de répondre en zone grise, et très souvent, il prenait pas cette option-là. Tandis que pour les questionnements éthiques, il a très bien identifié qu'il pouvait rester dans les zones grises. Et l'éditeur se pose la question de se disant, est-ce que c'est une limite de l'outil, ou bien est-ce que c'est peut-être, tout à l'heure je te parlais du fine-tuning et du pré-prompt, peut-être que c'est le pré-prompt qui remonte à la surface et de l'interdit de se mêler de questions trop sensibles. Donc ça, c'est peut-être cet aspect-là. Après, de manière plus globale, pour ce qui est de la réflexion éthique, oui, la réflexion éthique sur l'IA, il y a beaucoup d'entités, de structures qui ont émis leur point de vue sur les problématiques éthiques, que ce soit le Conseil consultatif national d'éthique, mais aussi l'Académie de médecine, le Conseil de l'ordre, etc. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais globalement, quand on lit ces différents rapports, je trouve que ça pose, comme souvent en éthique, peut-être plus de questions que ça n'apporte de réponses. Il y a des notions qui traversent ces réflexions. Je pense à la notion d'explicabilité. On souhaite que une décision d'une IA puisse être expliquée et qu'elle ne sorte pas comme ça d'une part. Ça, je trouve que c'est une question qui moi, me plonge dans des abîmes très profonds parce que je ne sais pas si on demande à un médecin, quand il a pris sa décision à 3 heures du matin, d'être très clair dans le pourquoi il a choisi de mettre des antibiotiques ou pas sur cette suspicion de PAVM. Alors, il pourra peut-être post-rationaliser à 8 heures du matin au staff trouver des raisons, mais c'est pas obligé que nous-mêmes, on est très clair sur le pourquoi de nos décisions. Et l'autre aspect, c'est la notion de transparence, qui est assez logique, vu qu'on doit déjà une information claire, loyale et adaptée aux patients. Et bien, de la même manière, il est attendu que si jamais nous avons recours à une IA pour soigner les patients, eh bien, il faudra le dire aux patients. Et là, ça peut partir dans les deux sens, parce qu'il y a également la question de l'acceptabilité d'une IA, et il y a des données d'ailleurs qui sont un petit peu divergentes dans la littérature. Parfois, les patients accordent plus de confiance à une IA pour des choses très techniques, par exemple, mais moins dans d'autres domaines. Donc là encore, c'est des choses qui vont pas être très simples à gérer, mais il faut anticiper parce que c'est sûr que ça va arriver. Ok, effectivement, tout à fait. On a l'impression qu'on va être de plus en plus confronté à ça. Ça va faire partie de notre vie. Et ton article, c'est un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir étudié cet outil dans des conditions très particulières et surtout dans quelque chose d'aussi fondamental que le pronostic chez ces patients traumatisés crâniens. Donc encore merci pour toutes ces informations. Le mérite, c'est que vraiment c'était clair et c'est très compréhensible, un sujet très technique. Quelle conclusion tu en as tiré de ton étude? Non, en fait, quelle conclusion? C'est vraiment un point de départ, comme je le disais. Certes, ChatGPT n'est pas bon, mais il n'est pas bon de manière complètement aléatoire. C'est-à-dire que quand il disait que le patient allait bien s'en sortir, dans 100% des cas, le patient s'en sortait bien. C'est juste en gros qu'il place la barre beaucoup trop haut, il est beaucoup trop pessimiste. Mais il le fait pas de manière, on va dire, complètement random. Deux, je l'ai vraiment mis dans des mauvaises conditions. Donc, c'était les données initiales du déchocage.
Donc, je laisse à chacun apprécier dans quelle capacité, lorsqu'on est au déchocage en train de poser des cathés, on peut se projeter dans les 3, 4 semaines, voire 6 mois pour faire le pronostic. Donc, c'est vraiment un point de départ, mais en tout cas, ça me donne envie de creuser, et j'espère que ça donne aussi à d'autres personnes envie de creuser ce domaine, tout en sachant que ça va être un chemin pavé de questions, et pour l'instant, peut-être plus de questions que de réponses. Bon, en tout cas, encore un énorme merci. Merci Clément pour toutes ces informations et pour ce très bel article que je vous invite à lire sur la performance de ChatGPT dans le pronostic des traumatisés crâniens. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast AirPod, le podcast de l'anesthésie-réanimation qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Encore merci beaucoup Clément Gacuba. Merci à toi.